peut penser qu'il y a toujours en nous une part de nous, d'une sorte de sagesse intérieure. Et ça vaut la peine d'aller à la découverte de cette sagesse intérieure, ou bien parfois juste en s'imaginant le vieux sage ou la vieille sage qu'on sera plus tard. On peut s'imaginer le vieux sage que je serai plus tard. Enfin, est-ce que je serai sage? Peut-être, un peu plus que maintenant. Et je peux lui demander, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans telle ou telle situation? Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour les amis, et oui, la rentrée est là et c'est souvent le moment où l'on sent si l'on va au travail avec entrain ou bien à reculons. Et si c'est plutôt à reculons, c'est peut-être le moment de retrouver un métier qui correspond vraiment à votre personnalité, à vos compétences. C'est ce que Chance, vous le savez, notre fidèle partenaire, appelle l'amour pro. Ce moment où votre cœur bat à nouveau pour votre travail. Pour y parvenir, Chance vous aide à clarifier votre projet professionnel, puis vous met en relation avec des managers qui vous correspondent grâce à leur nouvelle agence de Dating Pro. Et le plus, leur bilan est finançable avec votre CPF. Alors pour aimer à nouveau toutes vos rentrées, commencez par faire le test gratuit de l'amour pro sur le site de chance.co. Parfois, on se sent submergé par une émotion sans trop comprendre pourquoi. D'autres fois, plus rien ne passe. On se sent à plat, figé, coupé de soi-même. Et si ces mouvements intérieurs, au lieu d'être un problème, étaient un message à entendre? Si nos émotions, même les plus dérangeantes, pouvaient devenir des alliés de notre équilibre? Mon invité est docteur en psychologie et co-auteur avec la docteure en psychologie elle aussi, Dominique Page, du livre « Réguler ses émotions pour vivre mieux », paru aux éditions Odile Jacob. Il nous invite à explorer la manière dont les expériences vécues modèlent notre rapport aux émotions, mais surtout, il propose des outils pour les traverser sereinement. Dans cet épisode, nous apprendrons comment reconnaître une émotion qui vient du passé, comment sortir peut-être d'une spirale d'anxiété, de colère ou de repli, et comment se reconnecter à soi avec bienveillance. En tout cas, on l'espère. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose Olivier Piedfort-Marin. Si je n'ai pas écorché votre nom, c'est parfait. Bonjour. Bonjour, merci, c'est parfait. Alors, ravie de vous recevoir. C'est la première fois que je vous reçois dans Métamorphose. Je suis ravie de recevoir aussi des compatriotes qui sont en Suisse, dans ce studio à Lausanne. J'avais envie de vous poser comme question peut-être, qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant que psy, plus particulièrement, à vous pencher sur la régulation émotionnelle? J'imagine évidemment que les émotions font partie du travail quotidien avec vos patients. Et pourquoi ce thème particulier de cette régulation, voilà, qui est si, en fait, importante? En fait, c'est une thématique dont on parle beaucoup. Et puis, lorsque Dominique Page m'a proposé d'écrire ce livre, c'était pour réunir deux visions qui sont a priori pas rassemblées, mais qu'on avait envie de rassembler. Dominique Page est spécialisé en effet dans la régulation des émotions chez des personnes qui ont plutôt un profil de ce qu'on appelle des troubles de personnalité borderline ou d'autres difficultés de régulation des émotions importantes. Moi, je viens du domaine de la psychotraumatologie où on parle aussi beaucoup de régulation des émotions, souvent des émotions qui ont à voir avec des événements traumatiques du passé. Et elle avait cette idée de rassembler ces deux visions, ces deux approches pour quelque chose, pour les réunir et parce qu'il y avait beaucoup de points communs. Donc, en effet, la régulation des émotions, c'est le lot de toute psychothérapie, peu importe l'approche. On en parle beaucoup, puis on s'est rendu compte que c'était pas forcément si bien défini que ça. Oui, alors, oui. Donc, on a voulu clarifier. Clarifier tout simplement. Je précise que vous êtes aussi directeur, président en fait, de l'association EMDR Europe. Le MDR, peut-être nous décrire en quelques mots ce que c'est que cette approche et cet outil. Moi, je l'avais découverte en France parce que je crois que ça avait été popularisé par David Servan-Schreiber, que j'avais beaucoup interviewé
à l'époque, il est plus de ce monde aujourd'hui, mais maintenant, le MDR, tout le monde est familier presque avec le MDR, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine d'années. Oui, en effet, c'est David Servan-Schreiber qui a introduit le MDR en France. Et je crois même que c'était le premier à avoir proposé une formation en Suisse romande à Genève. Ah oui. Je ne saurais plus quand, fin des années 90, 90 pour les Français. C'est ça. Alors, le MDR, c'est donc une thérapie par mouvement oculaire ou par d'autres moyens de stimulation alternée. En fait, une Américaine, Francine Shapiro, s'est rendue compte par inadvertance qu'en bougeant rapidement les yeux de gauche à droite, tout en se concentrant sur un souvenir négatif, eh bien, notre état émotionnel, nos pensées changeaient vers du positif et vers du constructif par rapport à cette situation. Donc, ça s'est développé pour être l'approche de référence, y compris reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, pour le trouble de stress post-traumatique. Et ça a passablement révolutionné la manière de concevoir les troubles psychiques en allant chercher quelles sont les expériences négatives vécues qui sont à l'origine du trouble actuel. Et donc, l'efficacité de l'EMDR maintenant est démontrée aussi dans les dépressions, par exemple, dans les troubles anxieux, y compris dans les troubles alimentaires. Voilà. Donc, et là, bien sûr, la régulation des émotions est importante parce que les patients doivent avoir une bonne capacité de pouvoir réguler leurs émotions avant de se confronter aux émotions douloureuses du passé qui pourraient ressurgir quand ils font de l'EMDR. Alors, on reviendra évidemment sur cet outil tout à l'heure. Peut-être en démarrage, c'est quoi une émotion au juste? Parce qu'une émotion, vous le dites d'ailleurs très bien dans l'ouvrage, tout le monde sait ce que c'est, c'est-à-dire que, mais quand il s'agit de la décrire, c'est plus complexe en réalité. Oui, tout à fait. Alors, je dirais que l'émotion, c'est en fait des mots qu'on va mettre sur des réactions neurophysiologiques. Et c'est un moyen de communication qui nous vient de quand on était encore des hommes préhistoriques et avant ça des chimpanzés. Il n'y a pas de mots pour exprimer et en même temps, les émotions vont nous permettre d'exprimer un ressenti à nos congénères qui vont y répondre. Alors maintenant, on utilise des mots pour dire « attention, il y a un danger ». Mais nous avons toujours cette capacité à ressentir des sensations corporelles et les émotions, c'est le mot qu'on va y donner. Alors, dans certains cas, je vais pouvoir dire « j'ai peur ». Dans d'autres cas, je vais pouvoir dire « je suis triste » ou « je suis en colère ». Et puis, il y a des personnes qui ont du mal à pouvoir verbaliser leurs ressentis, à y mettre des mots, pour des raisons de vécu, pour des raisons culturelles, pour des raisons de culture familiale aussi. Cette émotion, d'où elle part en fait? Elle part d'abord du cerveau, elle donne le signal au corps ou c'est l'inverse? Je sais qu'il y a un peu il y a un peu des écoles et puis des chapelles un peu sur le sujet. Alors, sans trop rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Le signal vient d'où? Alors, oui, en effet, il y a pas mal de théories là-dessus. Si je veux simplifier, notre organisme perçoit quelque chose de l'environnement ou de notre vécu intérieur. Donc, par exemple, je perçois que une personne en face de moi fait la tête. Alors, mon organisme va percevoir ça, aussi bien au niveau neurophysiologique, aussi au niveau psychologique, va interpréter ça de manière immédiate et va tout de suite nous envoyer un signal corporel de « est-ce que je suis en danger? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» par exemple. Et notre corps va immédiatement réagir, souvent avant même qu'on puisse réfléchir. C'est ça quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Notre organisme, qui est unifié, c'est le corps et c'est l'esprit, va réagir avant qu'on puisse mettre des mots dessus. Et après coup, on va pouvoir dire « Ah, là, j'ai un sentiment de honte, je le vois en colère, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Est-ce que c'est, finalement, il nous précède d'une certaine manière? Oui. Il a un temps d'avance sur notre fonctionnement cognitif. Est-ce qu'on est tous égaux par rapport aux émotions? Qu'est-ce qui fait que, vous en avez un petit peu parlé juste avant, mais qu'est-ce qui fait que dans nos histoires, certaines personnes, je dirais justement, ont une bonne régulation émotionnelle naturelle et d'autres, elle est dysfonctionnelle? Où est-ce que ça prend racine? Alors,
Dans notre ouvrage, ce qu'on décrit, c'est que souvent ça prend racine dans des expériences négatives ou problématiques, et souvent déjà dès l'enfance. Et puis il y a bien sûr des aspects culturels, voire d'une culture familiale. On sait qu'il y a des familles, on parle pas par exemple, ou dans d'autres, on parle peut-être trop. Et puis d'autres, on a la chance de parler juste bien comme il faut de ses émotions. Et plus tard, on aura sans doute moins de problèmes. Alors on passe en revue toutes les différentes situations qui peuvent avoir un impact sur la manière dont on va vivre les émotions, dont on va pouvoir les supporter, plus ou moins, plus tard à l'âge adulte. Et bien sûr, ça commence parfois dans l'enfance et dans l'adolescence. On voit qu'il y a des enfants ou des adolescents qui ont du mal avec leur vécu émotionnel, qui ont du mal à exprimer ça. Qu'est-ce qu'il y aurait justement comme grande famille de problématiques qui peuvent bloquer les émotions? Évidemment, les traumas, on imagine. Absolument, les traumatismes. Alors, le trauma, c'est un terme assez large, hein. Bien sûr, ça recouvre... Vous êtes expert d'ailleurs du sujet, évidemment. Oui, donc ça recouvre beaucoup de choses. Mais par exemple, prenons des exemples concrets. Vous avez des personnes qui, pendant l'enfance, l'adolescence, ont été passablement négligées, qui, lorsqu'elles exprimaient de la tristesse, étaient rabrouées. Lorsqu'elle disait « Maman, j'ai peur », la mère lui disait « Non, t'as pas peur, tais-toi ». Alors ça va être des personnes qui, plus tard, auront intégré le message que parler de leurs émotions, c'est mal, que leurs émotions sont problématiques ou sont fausses. Et à l'âge adulte, ça peut vraiment créer des problèmes en termes d'incapacité à sentir ses émotions, incapacité à les exprimer, ou alors quand elles s'expriment, elles sont tellement emmagasinées que ça explose, par exemple. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui ont vécu des traumatismes qui les ont mis dans des situations de danger, recevoir des coups régulièrement ou des agressions sexuelles ou du harcèlement scolaire. Et du coup, elles sont tout le temps sur le qui-vive à l'idée qu'un danger va survenir. Alors à l'âge adulte, ils voient des dangers là où il n'y en a pas, mais surtout leur corps est sans arrêt en train de ressentir une angoisse ou de l'anxiété. Et leur organisme et leur psychisme n'arrivent pas à différencier les situations où il y a vraiment un danger et d'autres où il n'y en a pas. Donc elles sont en hypervigilance, ouais, c'est ça. Elles peuvent être en hypervigilance ou alors à l'inverse, ne pas se rendre compte de danger quand il y en a. Et c'est une sorte d'hypovigilance. Ça, c'est dû justement à nos histoires, comme vous l'avez bien expliqué. Est-ce qu'il peut y avoir des formes de dysrégulation émotionnelle qui sont liées aussi à des pathologies qui ne sont pas forcément liées à que des histoires qui ne prennent pas forcément racine en fait, dans nos enfances? Alors ça, c'est une grande question, parce qu'on se rend compte maintenant en fait, que dans toutes les grandes pathologies psychiatriques, il y a certes des difficultés de régulation des émotions, mais il y a aussi plus de personnes qui présentent des traumatismes de l'enfance que dans des populations contrôle. Donc, l'aspect du trauma ou des expériences négatives de l'enfance, c'est quelque chose qui s'étend à travers tous les types de pathologies. Maintenant, il y en a quelques-unes pour lesquelles on pense qu'il y a quand même des aspects peut-être plus constitutifs, voire biologiques. Je peux penser par exemple aux troubles bipolaires. Oui. Dans laquelle, dans les phases hypomanes ou les phases maniaques, qu'on appelle les phases hautes, alors la personne a beaucoup de mal à freiner ses émotions, freiner ses envies, ce qui pose des problèmes de comportement, de relation avec les autres. Et puis, certaines personnes qui ont, par exemple, trouble de personnalité borderline, alors les études suggèrent que dans certains cas, peut-être il y a des aspects biologiques qui peuvent avoir un impact en plus des vécus de l'enfance et de l'adolescence. Chez le TDAH aussi, j'imagine, ça peut être le cas. Disons que c'est une difficulté à gérer son énergie à travers sa difficulté à gérer sa concentration, son énergie physique, son énergie mentale. Donc ça peut être vu comme une difficulté à gérer les émotions, mais c'est plutôt secondaire dans ma vision. Je ne suis pas un spécialiste du TDAH, mais en même temps, maintenant, la plupart de nos patients présentent ces difficultés-là, y compris les adultes, donc on est obligé de s'y intéresser. Par contre, à force d'avoir vécu, par exemple, dans l'enfance et dans l'adolescence, des difficultés d'attention, de concentration, de gérer son énergie, alors ces gens ont un vécu souvent d'échecs scolaires, on a pu les harceler, on a pu se moquer d'eux, les enseignants ou les parents ont pu se plaindre sans arrêt, que tu ne peux pas te concentrer, etc.
Et ça amène de manière secondaire alors des difficultés à gérer ces émotions. À quel moment, dans nos histoires d'adultes, d'êtres humains ou même de jeunes ou de personnes plus âgées, on peut se dire, là, je suis dans une dysfonction en fait de mes émotions, parce que des vagues émotionnelles, des émotions fortes, des tunnels émotionnels, c'est l'essence même de tout être humain. C'est-à-dire que nous sommes des êtres d'émotion. Et donc, on vit tous la colère, la tristesse, la mélancolie, et tout ça est, somme toute, bien normal. C'est ce qui fait, j'imagine, que nous sommes vivants. Mais à quel moment on se dit, là, on est dans quelque chose qui est pas normal et qui relève soit de la pathologie, soit du trouble, justement. Quel est le curseur? Je pense que le curseur, c'est est-ce que les gens en souffrent ou est-ce que l'entourage en souffre? Ça, c'est les points importants. Alors, vous avez des gens, ils ne semblent pas en souffrir, mais l'entourage en souffre. Et c'est l'entourage, les conjoints ou les enfants ou les parents ou au travail ou les amis qui demandent ou qui poussent à, par exemple, à une consultation. Et puis parfois, c'est la même personne elle-même qui en souffre de faire, par exemple, au lieu juste de dire « je ne suis pas content, ça ne me convient pas », d'avoir une énorme crise de colère qui perturbe l'entourage et qui perturbe la personne parce que quand elle ressort de sa colère, elle ne comprend pas ce qui s'est passé et elle s'en veut de s'être mise en colère de cette manière-là. Comme si elle était presque possédée, entre guillemets, par sa colère. C'est-à-dire que ça la dépasse, elle est débordée. Voilà, la colère a débordé ce que voulait la personne, en fait, ce qu'elle souhaite pour elle-même lorsqu'elle exprime de la colère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents visages, justement, de la dysrégulation émotionnelle? Dans votre ouvrage, vous parlez de diminution de la conscience émotionnelle, une réactivité qui est inadéquate. Qu'est-ce qu'on pourrait donner un peu comme panorama pour justement se dire... là, finalement, j'ai une réaction qui est à peu près normale, ou l'autre, où là, on sort du cadre. Pour ça, peut-être ça vaut la peine de venir juste l'étape avant. Oui. Et qu'est-ce que c'est c'est quoi la régulation des émotions? Parce que c'est quelque chose qu'on apprend quand on est enfant. Par exemple... Naturellement, vous voulez dire? Pas tout seul. Oui. On l'apprend avec notre mère, puis notre père et notre mère, puis la fratrie, puis d'autres personnes, puis à l'école, ou si on fait du sport avec le coach de sport, etc. On l'apprend avec son entourage. Donc, ça implique déjà de pouvoir reconnaître l'émotion, et après de pouvoir y mettre un mot, et ensuite de pouvoir agir en conséquence. Alors, quand on est petit, notre mère, et maintenant c'est souvent aussi les pères, peuvent dire « Oh, je crois que tu as faim ». C'est-à-dire les mères ou les parents savent déceler les besoins de l'enfant et verbalisent les besoins de l'enfant. Au début, c'est faim, soif, besoin de faire changer les couches, tout ça. Et petit à petit, ça va être le vécu émotionnel plus strict. Par exemple, « Ah, tu es triste. Ah, je crois que tu es triste. Tu as peur de quelque chose. » Et l'enfant internalise donc la capacité à associer un ressenti avec des mots qui ont un sens dans un groupe social qu'est le nôtre. Et à en faire quelque chose. Tu es triste, dis-moi ce qui ne va pas. Tu n'es pas content parce que ton petit copain te fait la tête, va lui dire que tu aimerais parler et jouer avec lui. Et à l'âge adulte, on a les résultats de ça. Déjà à l'adolescence, enfin, petit à petit, on a les résultats. Et donc, la dysrégulation, donc, c'est la difficulté souvent à ressentir l'émotion, à y mettre le bon mot et à en faire quelque chose. Alors, si je suis en colère, est-ce que je suis capable de reconnaître que je suis en colère? Est-ce que je peux me dire « je suis en colère » Est-ce que je peux en faire quelque chose comme dites voir patron, en fait, je ne suis pas content de la manière dont vous avez parlé de mon travail, je crois qu'il était bon, et puis en rigoler devant tout le monde, ça ne me convient pas, ça ne va pas. Ou bien, je ne reconnais pas que je suis en colère, et puis à la prochaine réunion, je vais exploser, engueuler mon patron devant tout le monde et me faire renvoyer. Par exemple. Par exemple, là, ce qui est intéressant dans les exemples que vous donnez aussi dans l'enfance, c'est que le parent nomme l'émotion. Est-ce que d'interroger, c'est aussi une bonne manière d'apprivoiser cette régulation émotionnelle ou pas vraiment? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens là en ce moment? Alors ça, c'est tout un débat. Sans être psychologue spécialisé pour les enfants, j'observe les résultats plus tard à l'âge adulte. Oui. Et je crois qu'il
il y a peut-être une difficulté à ce que les parents interrogent un peu trop leurs enfants comme si c'était des adultes. C'est ça. Selon l'âge de développement. Mais quand ils sont petits, c'est le parent qui dit « Oh, j'ai l'impression que tu es triste. Oh, j'ai l'impression que tu as peur. » Mais si on pousse l'enfant à un âge trop précoce à avoir des capacités émotionnelles qui appartiennent à celles d'un adulte, ça va pas jouer. L'enfant va être dépassé dans ses capacités, il va peut-être donner les bonnes réponses, mais plutôt comme un singe savant que comme vraiment un être humain qui s'est approprié ses capacités. Et vis-à-vis d'un autre adulte, justement, lui demander régulièrement, on pense au travail, en couple, avec, en famille, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est une bonne idée plutôt que là de nommer, je sens que tu es triste? Est-ce que, comment est-ce qu'on fait plutôt? Oui, et je crois que ça va dépendre de la proximité qu'on a avec la personne. Hein. Alors, dans le cadre d'un couple, on peut se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas avec un collègue de travail, par exemple. Et en même temps, parfois, il y a des choses qu'on se permet avec son meilleur ami qu'on n'ose pas avec son conjoint ou sa conjointe. Hein. Les choses sont différentes. Moi, j'aime bien la question qui est « qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe? C'est ouvert, on sent que l'autre va pas très bien. Et la première des questions, c'est « qu'est-ce qui se passe ?» C'est ouvert, on pousse à rien, on force à rien. La personne peut dire « Ah, j'ai peur » ou la personne peut dire quelque chose de plus cognitif comme « Écoute, j'ai l'impression que je vais perdre mon travail, j'ai l'impression que mon patron est pas content de moi. » Puis on peut en discuter. On n'aura pas discuté de l'émotion en tant que telle, mais on aura discuté du contexte qui amène à l'émotion. Et pour certaines personnes, ça peut très bien aller. Et puis, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Soyons clairs, les hommes entre eux n'aiment pas trop parler de leurs émotions, mais ils vont parler des problèmes. Et puis peut-être les femmes ont plus de facilité à exprimer leurs émotions. Je ne veux pas rentrer dans les clichés de genre, mais qu'on le veuille ou non, c'est quand même comme ça. Vous pensez que c'est plutôt culturel d'ailleurs ou génétique? Là, dans ce que vous voyez là, on va rentrer dans des zones marécageuses, mais en tout cas... je ne sais pas si c'est génétique, en tout cas, c'est très culturel. Oui, c'est très culturel. Intéressant. Vous parlez aussi dans votre ouvrage de zone optimale d'activation émotionnelle. C'est vraiment cette zone ou cet état d'esprit qui fait qu'on est disposé en fait à aborder nos émotions de manière optimale. C'est ce qui le commun des mortels est comme ça, ou on est quand même plus en hypo ou en hyperactivation en général? Alors, ce qu'on décrit, c'est qu'il y a plusieurs manières d'avoir des difficultés à réguler ses émotions. Là, j'ai donné pas mal d'exemples où c'est plutôt dans la colère ou dans la peur, ce qu'on va appeler une hyperactivation, c'est-à-dire l'émotion est fortement activée. Mais il y a aussi tous les cas où, en fait, les émotions sont plutôt hypoactivées, voire bloquées. La personne peut sembler ne pas avoir d'émotion ou être figée ou comme un petit peu paralysée, peut s'en rendre compte plus ou moins. Et là, on va appeler d'hypoactivation. Ça peut aller même jusqu'au point où la personne parfois a du mal à s'exprimer quand c'est très fort. On parle de figement. Oui. Hein. Mais vous avez des gens qui ont ça, pas seulement lorsqu'ils revivent une situation difficile. Pas mal de gens sont parfois juste figés quand il y a tout d'un coup un collègue de travail qui hurle. Et puis ça dure juste le temps là. Et puis après, non, mon Dieu, je m'en veux, j'aurais dû réagir, j'aurais dû dire quelque chose. Mais vous avez des gens qui ont appris à ne pas ressentir leurs émotions et du coup sont toujours dans une hypoactivation. Ils sont comme anesthésiés, on pourrait dire? Comme anesthésiés, absolument, au niveau émotionnel, au niveau sensoriel. Alors, ils peuvent penser qu'ils n'ont aucun problème, mais en fait, ils ont un problème. Ils ne ressentent rien, quoi. Ils ressentent rien, ils ne ressentent pas tout ce qu'ils devraient ressentir. Et une régulation optimale, c'est quelque chose qui est entre les deux. C'est-à-dire, la personne est capable de varier son ressenti émotionnel sans tomber dans un gel, dans une paralysie, dans un manque de contact émotionnel, et sans tomber non plus dans une peur ou une colère qui serait extrême, ou dans une tristesse extrême qui serait difficile à gérer. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est toujours neutre, surtout pas. Ça veut dire qu'on est capable de variations naturelles en fonction de l'intensité de l'événement qu'on vit, en fonction aussi de son vécu, mais qu'on peut accueillir ce qui vient. Il y a quelque chose dans ce que j'entends d'approprié, d'adéquat, en fait. Oui, adéquat. Et puis, une autre manière de voir les choses qu'on rajoute aussi, c'est que
Quand je suis dans ce qu'on appelle ma zone optimale d'activation, ce que d'autres appellent la fenêtre de tolérance aux affects, ça veut dire que je peux intégrer ce que je vis, le mémoriser normalement, sans que ça soit traumatique, sans que ça soit perturbant dans la manière dont je le mémorise. Intéressant. Vous voyez dans l'enfance des patterns qui expliquent plus l'hyperactivation et l'hypoactivation. Dans l'anesthésie émotionnelle, on peut imaginer que, vous parliez d'agression sexuelle tout à l'heure, ou des moments où la personne a été dissociée avec des traumas très lourds. Il y a eu cette anesthésie qui s'est faite à ce moment-là. Alors, on peut voir, lorsqu'on regarde avec le patient adulte, comment ça se passait dans son enfance, telle ou telle situation. On peut en effet reconstituer que dans telle ou telle situation traumatique, par exemple une violence sexuelle, la personne a pu être complètement figée, paralysée, ne rien sentir, voire se voir de l'extérieur. Donc ça veut dire ne rien ressentir. Ou au contraire, comment elle a pu être complètement dans un état de panique tellement elle avait peur. Mais à l'âge adulte, les deux situations peuvent survenir. C'est-à-dire, on peut avoir quelqu'un qui, dans l'enfance, a vécu des situations particulièrement graves, toujours sur un mode de figement et de paralysie et d'absence d'émotion, et à l'âge adulte, osciller entre cet état d'hypoactivation et des moments de peur, de crise de panique très forte où on est dans l'hyperactivation. Le pont, justement, entre la dysrégulation émotionnelle et l'anxiété est assez important, des états anxieux. Alors, on peut considérer que quelqu'un qui a un trouble anxieux, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, puisqu'il n'arrive pas vraiment à différencier les situations où il y a de bonnes raisons d'être anxieux et d'autres situations où il n'y a pas de raison. Et c'est souvent un état d'hyperactivation permanent ou quasi permanent, qui est extrêmement épuisant, qui est fatigant, qui empêche de vivre pleinement sa vie. Quand on est submergé par une émotion, comment est-ce qu'on peut retrouver ses repères? Vous proposez, ça je trouve ça vraiment intéressant, un exercice d'analyse comportementale en chaîne. Qu'est-ce que c'est Déjà, on se dit, est-ce que je suis en mesure, quand je suis hyperactivée, de faire cette analyse? Est-ce qu'on le fait a posteriori, pendant la situation? Décortiquez-nous un peu ce processus. Alors, en situation d'hyperactivation ou d'hypoactivation en général, on ne peut plus trop réfléchir. Non, là, on est pris là. Justement parce qu'on n'est pas dans cette zone optimale d'activation qui nous permettrait de bien réfléchir. Donc, c'est quelque chose qu'on fait après coup. Alors, on peut prendre une feuille de papier et le faire seul, ou bien avec son thérapeute, et on essaye de voir qu'est-ce qui a mené à cette émotion si forte. Et on essaye d'aller en marche arrière pour voir quels ont été les enchaînements qui ont pu amener à cette situation. Ça a plusieurs utilités. La première, c'est de comprendre quelles sont les situations pièges, on va dire. Quelles sont les situations pour lesquelles je suis plus sensible à vite passer à l'étape suivante, puis la crise. Un autre outil, c'est, un autre intérêt de cet outil, c'est aussi de pouvoir changer le déroulé de cet enchaînement. Par exemple, à un moment donné, je vais peut-être choisir de m'isoler pour me calmer, plutôt que de rester avec mon conjoint avec qui je reste, on risque de terminer en bagarre. Quoi. Ouais. Et donc, c'est cet enchaînement en chaîne qui va pouvoir permettre, cette analyse de cet enchaînement, qui va pouvoir permettre de voir quels sont les moments où je peux me sauver. Voilà, on repère en fait c'est ce qui nous active d'une certaine manière. Voilà, repérer ce qui nous active et essayer de voir à quel moment je peux faire autre chose. Quand je dis me sauver, pas m'enfuir, mais me sauver d'une crise qui n'est pas nécessaire, qui fait toujours du mal. Et donc là, je sais que je vais laisser retomber justement l'émotion. C'est une manière de s'autoréguler. Vous parlez aussi de dialoguer avec une émotion douloureuse pour mieux la réguler, de donner corps à l'émotion, de lui parler. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire métaphoriquement ? Oui, alors c'est vraiment une métaphore. On peut considérer qu'une émotion, c'est comme une partie de nous, ou un petit être humain de nous, un petit olivier en moi. Et si je considère que c'est un petit olivier en moi, alors je peux lui parler. Je peux lui demander pourquoi il est là. Je peux lui demander ce qu'il veut, ce qu'il aimerait. Et je peux essayer de l'apaiser. Et ça, c'est quelque chose qui marche
assez bien, qui n'est pas toujours facile au début, qui demande un peu d'entraînement. Certaines personnes y arrivent plus facilement que d'autres. Et ça permet là encore de donner de la valeur à l'émotion, parce que c'est très important de donner de la valeur à les émotions, même quand elles semblent extrêmes, en haut ou en bas, elles ont une signification. Donc il faut les reconnaître en tant que telles. Et une fois qu'on les a reconnues, souvent ça calme. D'ailleurs, pour les enfants, c'est souvent comme ça. S'ils ont mal au genou, on leur dit non, t'as rien, ils vont crier plus fort. Si on leur dit, oh mon Dieu, montre-moi ton genou, tu dois avoir très mal, ils se calment. Ouais. Et puis ça dure toute la vie. Là, on entend vraiment que l'émotion est comme une messagère, en fait, qu'elle a un message à délivrer, que si on l'entend pas, il va se répéter ce message. Absolument. Dans les compétences émotionnelles, on a des ressources qu'on peut identifier. Vous dites que c'est important de faire le point avec ces compétences pour en apprendre de nouvelles. Comment est-ce qu'on peut finalement se dire ah ben, tiens, je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais essayer de regarder de plus près mes compétences émotionnelles. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ou des petits exercices qu'on peut faire? Par compétences émotionnelles, on peut voir ça sous différents angles. Il y en a un, c'est de voir, est-ce que j'ai besoin de compétences pour mieux réguler des crises quand j'en ai, même si elles sont rares? Ou bien est-ce que j'ai besoin de compétences plutôt pour être mieux au milieu de cette zone optimale d'activation, cette fenêtre de tolérance, et renforcer mes capacités pour y être? Ça, c'est l'angle un peu plus général. Et sinon, de manière plus spécifique, la première des compétences, c'est reconnaître l'émotion, être capable de reconnaître les signes sensoriels, physiques, et de mettre des mots dessus. Si on ne fait pas ça, on ne pourra rien faire d'autre. Donc, c'est la première des compétences. Et après, pouvoir... Quand vous dites mettre des mots, ça peut être les dessiner, les chanter, les danser, c'est tout. On est peut bon, en mettre fait. des mots humains, Oui. on peut faire des dessins, on peut dessiner, si on n'arrive pas à mettre un mot tristesse dessus, parce qu'enfant, j'avais pas le droit de dire que j'étais triste, alors je peux décider que ce ressenti de tristesse, ça peut être représenté par la couleur vert, par exemple. Alors je dessine un carré vert, ou je fais un dessin vert, ou je prends mes ciseaux, je trouve quelque chose dans un magazine qui représente la tristesse, je le colle sur un bout de papier. On peut faire plein de choses pour exprimer. Et c'est important d'être créatif parce qu'on a appris, ou plus ou moins bien appris, nos capacités de nommer les émotions quand on était enfant. Et la manière dont on apprend enfant à identifier les choses, il faut s'en rappeler, mais c'était souvent avec du bricolage, du dessin, des couleurs. Vous avez le sentiment d'ailleurs que la parentalité aujourd'hui évolue dans les patients que vous suivez, et puis vous êtes vous présidez un certain nombre d'associations, etc., de voir qu'on nomme plus aujourd'hui, les parents nomment plus les émotions peut-être que nos générations. Je nous mets dans le même panier, mais même encore que les générations de nos parents, qui là étaient encore plus verrouillées. Même les enfants parfois n'avaient pas le droit de parler à table. Oui. C'était un peu mieux que ça, mais oui. Table du dimanche avec le grand-père, en tout cas, on n'avait pas le droit de dire grand-chose. Alors, je pense qu'il y a une évolution. Et comme toutes les évolutions, il y a du bon et il y a du moins bon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de moins bon dans cette évolution? Je vous vois venir. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Ouais. Mon souci est celui de nombreux collègues autour de moi de considérer les enfants comme des adultes en petite taille et de ne pas se rendre compte de leur niveau de développement psychologique qu'on connaît bien maintenant. Mais on est dans une société où tout s'active et c'est comme s'il fallait que les enfants grandissent plus vite. Et ça, c'est assez inquiétant, je trouve. Par la suite, on a des jeunes adultes qui sont très intelligents, qui sont capables de plein de choses, mais qui ont dépassé des phases de développement naturel. Ils n'ont pas été assez contenus, limités dans le sens positif du terme? Ils n'ont pas été assez contenus et limités dans le sens positif. Les enfants ont besoin d'être contenus et d'être limités, et c'est progressivement qu'ils vont apprendre à être plus libres, à être plus autonomes et à développer leur propre personnalité indépendante de celle de leurs parents, mais à considérer les enfants comme étant capables de mettre des mots sur tout ce qui leur arrive dans leur vécu interne à un âge trop précoce,
Moi, je considère que c'est une forme de maltraitance parce que ça ne prend pas en considération le développement psychologique naturel de l'enfant. Ça veut rendre les choses trop rapides et à la fin, on aura des jeunes adultes et on se trouve déjà dans nos cabinets confrontés à des jeunes adultes qui donnent l'impression de pouvoir réguler leurs émotions, mais en fait, ils ne peuvent pas. Ils ont pas, on revient sur cette notion de compétence, en fait. Oui, et on doit revenir à la base. Comment, quand on est adulte, on peut identifier les événements en fait adverses? Est-ce que ça, c'est un travail qu'on peut faire seul? Vous en parlez dans le livre, ou est-ce qu'on peut, ou c'est forcément un travail thérapeutique avec un accompagnant? Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent compte eux-mêmes des expériences adverses, douloureuses, difficiles, voire traumatiques qu'ils ont vécues dans l'enfance, et qu'un certain nombre de personnes ne veulent pas vraiment s'y attarder, et c'est tout à fait OK, j'entends. C'est important de décider ce qu'on veut pour soi dans notre vie. Dans notre livre, on a fait une liste d'événements potentiels, possibles, euh, tout en clarifiant qu'il faut faire attention parce que ça peut être assez pénible de lire ça et de se rendre compte de choses auxquelles on n'avait pas vraiment réfléchi. Peut-être, si vous êtes d'accord, d'ailleurs, je vous coupe juste une petite seconde, on proposera une liste pour nos éditeurs ou nos auditrices, pour en tout cas les abonnés à la newsletter de Métamorphose, pour si des gens ont déjà envie de faire un premier travail. Oui, Vous proposez un certain nombre de tableaux. Alors, on ne va pas tous les proposer, évidemment, c'est dans votre ouvrage, mais déjà une première approche. oui, très bien, absolument. C'est clair que actuellement, on parle de plus en plus de traumatisme de l'enfance, en particulier de violences sexuelles, avec différents scandales qu'il y a eu, qu'il y aura encore malheureusement. On parle de négligence, de, entre guillemets, violence éducative dans les écoles. Enfin, voilà, je ne veux pas mettre en avant l'actualité. Et c'est à chaque fois l'opportunité de se questionner sur qu'est-ce que moi j'ai vécu. Ça se situe où, hein? Parfois, les personnes préfèrent faire ça accompagné d'un professionnel pour qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui les accompagne, qui accueille leurs émotions, leurs larmes, leurs questionnements, leurs interrogations, lorsqu'ils ils veulent se pencher sur une enfance ou soit une enfance difficile, soit une enfance qui a bien été, à part quelques ombres au tableau qui ont été très douloureuses, hein. Donc ça peut être important parfois de faire appel à un professionnel, mais parfois le meilleur ami ou le conjoint, ça peut être une personne ressource. Bien sûr, en tout cas pour une première approche. Je dis ça parce que parfois on entend aussi des gens qui disent bah, moi je suis devenu un peu le psy de mon conjoint, et ça peut être aussi lourd à porter pour la personne en face, ou le collègue, ou la sœur, ou le cousin, etc. Oui, absolument. Et je pense que dans une relation de proximité, que ce soit entre conjoints ou avec une meilleure amie, ou au sein de la famille, il y a beaucoup de choses qu'on peut s'apporter mutuellement et c'est important de savoir jusqu'où on peut aller et au-delà duquel, là, c'est plus une aide professionnelle vers laquelle il faut se tourner. Je sors un peu du cadre, mais puisque vous avez parlé des violences sociétales en ce moment, vous parliez de l'affaire Betaram, et puis on pense à l'affaire Pellico, enfin voilà, etc. L'abbé Pierre, enfin je ne vais pas tous les citer, mais on est vraiment dans une époque post-MeToo où on a l'impression que tout sort du bois. Qu'est-ce qui fait que collectivement, cette espèce d'émotionnel, cette régulation émotionnelle collective, elle surgit à un moment donné? C'est quand même hyper intéressant. On se demande ce que Jung aurait dit de cette époque, d'ailleurs, pour que ça arrive, voilà, que les masques tombent. Alors, vous dites, il y en aura encore. On est bien d'accord, c'est-à-dire que ça fait partie aussi, malheureusement, de cette nature humaine. Mais là, il y a un phénomène, indéniablement. Alors, oui, il y a de quoi s'interroger. Est-ce que c'est propre à l'époque? Est-ce que c'est propre à la libération de la parole, certainement? Est-ce que la libération de la communication, j'entends facilite les choses, j'entends les gens maintenant peuvent se connecter sur les réseaux sociaux très facilement. Du coup, les victimes se mettent en connexion à travers les réseaux sociaux plus facilement. Tout ça, ça joue un rôle aussi. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète, et je ne suis pas le seul à être inquiété par ça, c'est qu'on parle volontiers des gros scandales qui sont tellement gros qu'ils ne semblent pas vrais ou qui semblent une exception. Parler de Denise Pellico, ça semble un truc qui est trop gros pour être vrai.
Dominique, pardon. Ça semble quelque chose qui est trop gros pour être vrai. Alors on regarde ça en disant « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Puis on aurait tendance à l'oublier parce qu'on pense que ça n'existe qu'une fois. Oui, que c'est tellement incroyable que c'est un épiphénomène, ça. Voilà. Alors qu'en fait, on oublie, je ne sais pas combien d'auteurs qu'on a identifiés, plus tous ceux qu'on n'a pas identifiés, que tout ce monde se connaissait, des gens avaient cette facilité à se mettre en réseau pour faire des choses aussi horribles. Alors on se dit, est-ce que c'est juste le point de l'iceberg? Un cas qui en cache d'autres? Ou pas? Sachant que l'agresseur, Pellico, a quand même été chopé juste par hasard. Par hasard. Il avait, je crois, si ma mémoire est bonne, juste photographié sous la jupe d'une femme dans un magasin. Et à un autre moment, un policier aurait pu penser oh là là, que d'histoire, bon, c'est pas très important, on va juste le réprimander. Mais il y a un policier qui a décidé d'aller voir son ordinateur. C'est juste ça, quoi. Une décision très simple. Est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on va voir dans son ordinateur? Et nous autres professionnels du suivi des gens qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance, on sait bien qu'il y a bien des cas où il n'y aura jamais d'enquête, ou bien c'est trop tard, il y a prescription, ou bien on n'arrive pas à retrouver l'auteur. Donc il y a tous ces autres cas. Et il y a le cas récemment dont un certain nombre de chroniqueurs ont pu dire qu'il n'y avait pas assez de rapports dans la presse. C'est le cas de ce chirurgien, Oui. J'ai oublié son nom. Moi aussi, son nom m'échappe, mais c'est ce chirurgien, effectivement, qui a abusé, accusé violé, de 299 patientes, enfants. Et on peut, des mineurs, hein, on peut se demander, là aussi, oh, c'est un cas, c'est tellement énorme, ça n'arrive qu'une fois. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe, ça n'arrive qu'une fois, on peut passer à autre chose. Je ne suis pas si sûr. Oui. Parce que vous dites ça parce que vous, les psys, vous les voyez, les victimes. On les voit, les victimes. Voilà. Puisque vous parliez aussi des réseaux sociaux, on en parlait un petit peu hors antenne. Quand on parle de régulation émotionnelle, alors il y a le bon côté des choses, c'est que ça permet un balai masque parce que les personnes, en fait, retrouvent un collectif qui fait « je ne suis pas seule ». Il y a ce mauvais côté, évidemment, délétère, qui est que là, il n'y a plus de régulation émotionnelle. Quand on voit les commentaires sur les réseaux, c'est vraiment la poubelle de nos intériorités. Je dis nous parce que c'est vraiment collectif. Il y a tout et n'importe quoi qui est balancé comme ça en pâture. Pourquoi il n'y a plus ce filtre-là? Écoutez, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe là. C'est délirant. Oui, c'est délirant, c'est très inquiétant. Ouais. Et j'ai envie de dire, si vous êtes régulièrement sur les réseaux sociaux, achetez le bouquin et lisez-le d'abord, quoi. Petite blague, hein. Oui. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de réflexion. Tout est dans l'immédiateté. Je lis quelque chose, je réagis et je réfléchis après. Et ça vaut pour des gens de niveau intellectuel, de niveau socio-économique élevé. Et vous savez, même pour les adultes un peu plus âgés, comme vous et moi, alors, où on communique beaucoup par email au niveau professionnel. Et quand on n'est pas content d'un email, on aura envie de répondre tout de suite. Parce qu'on est seul face à son écran, on n'a pas la personne en face. C'est pas la même chose. Il n'y a pas les filtres de dire « Oh mon Dieu, c'est peut-être pas gentil » ou les filtres qui viennent du fait qu'on voit le regard que l'autre fait avant même qu'on ait répondu. Puis la nuance qu'on va mettre dans l'intonation, d'ailleurs. La nuance qu'on va mettre dans l'intonation, et puis alors l'interprétation des smileys, alors là, j'y comprends rien parfois, hein, comment ils sont interprétés. On veut faire un smiley qui soit interprété d'une manière, il est interprété d'une autre manière. Donc moi, mon premier conseil, c'est de dire, surtout, ne pas répondre tout de suite. Quitte à faire, si vous êtes en colère contre un collègue, ou je ne sais pas qui, vous pouvez faire votre email, vous le mettez de côté, vous relisez le lendemain, voire le surlendemain, et si vous êtes toujours d'accord, alors vous l'envoyez. Prendre le temps, comme avec le conjoint, quand on disait tout à l'heure, on sort, on a une colère. Exactement. Un des meilleurs moyens de réguler ses émotions, c'est de mettre de l'attente, c'est-à-dire dans la difficulté à réguler ses émotions, il y a souvent la notion d'impulsivité. On a besoin de tout de suite exprimer sa colère, sa peur, sa tristesse, sans réfléchir à ce que ça va nous faire ou faire à l'autre. Donc, le premier réflexe pour stopper cette tendance à l'impulsivité, c'est de faire une pause. Oui, c'est salutaire.
Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à Sébastien Ravu que j'avais reçu dans cette émission, qui a écrit un livre chez Erol sur l'empathie digitale, où il parle d'outils comme la communication non violente, la CNV, qui peuvent nous aider justement à se dire comment je communique avec l'autre, y compris à travers les réseaux. Alors venons-en quand même aux outils de régulation émotionnelle. On a parlé du dialogue avec l'émotion, des compétences émotionnelles. Qu'est-ce que vous pensez de la pleine conscience? On va reparler aussi un peu de l'EMDR. J'ai reçu une personne, Luc Nicon, qui a parlé de la régulation émotionnelle avec la méthode Tipeee. Est-ce que tout ça, finalement, voilà, quel que soit un peu le type de méthode, c'est bien peut-être d'en prendre une, celle qui marche la mieux pour soi, et puis d'essayer de l'appliquer. Est-ce que vous voyez vraiment des choses qui marchent très bien, et là vous dites c'est bien de se pencher dessus? Voilà, éclairez-nous un peu, parce que dans votre ouvrage, vous passez beaucoup de choses en revue qui sont vraiment très intéressantes. Est-ce qu'il y en a qui ressortent du lot? Alors, dans notre ouvrage, et justement avec le parcours de Dominique Page, ma collègue, et le mien, on a voulu faire quelque chose d'intégratif. Prendre les meilleurs outils qu'on avait nous-mêmes expérimentés, et puis les outils qu'on a appris à droite à gauche pour rassembler le meilleur. Il y a une base commune quand même qui est la pleine conscience. Oui. Là encore, pour prendre conscience de ce qui se passe en moi, pour éviter d'être dans l'impulsivité, ça nécessite d'avoir une meilleure conscience de soi. Alors, on n'a jamais une pleine conscience. Hein. Bien sûr, c'est un terme utilisé commodément, mais c'est important de développer une meilleure conscience de soi. Donc, si les gens peuvent avoir de l'aide en faisant de la pleine conscience ou de la méditation, très bien, allez-y, faites-le. On en parle beaucoup dans notre livre. Le MDR, on revient tout au début de l'épisode, il y a presque 1 heure déjà. Comment est-ce que ça peut nous aider avec ces mouvements oculaires? Est-ce qu'on peut le faire soi-même pour réguler ses émotions quand on sent que voilà, il y a une blessure que j'arrive à identifier? J'ai pas dit le mot trauma un peu volontairement. Est-ce que je peux m'auto-réguler? Est-ce que je peux poser mes mains? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on déconseille de faire de la MDR seul. Ça serait comme faire une psychothérapie seule sur les choses douloureuses. Donc, on déconseille. Hein. Parce que dès qu'on commence à faire des stimulations bilatérales, hein, alors ça active notre psychisme et on ne sait pas toujours à l'avance de quelle manière ça va l'activer. Donc c'est important de faire de l'EMDR avec un professionnel et avec un professionnel formé dans des formations accréditées EMDR Europe. Qui sont les formations reconnues par toutes les associations nationales en Europe. Qui sont réservées aux psy ou pas forcément d'ailleurs? C'est justement, elles sont réservées aux psychologues et psychiatres. Hein. Donc, voilà, parce que c'est une méthode de psychothérapie. C'est pas juste un truc bizarre. C'est une méthode de psychothérapie, donc ça doit être pratiqué par des professionnels formés et reconnus dans les différents pays par leur organisme professionnel. Voilà. Hein. Mais par contre, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser seuls et on en décrit un certain nombre dans notre bouquin qui peuvent être utilisés seuls avec quand même avec sécurité. Alors, vous en décrivez certains, peut-être je vais vous donner des noms, il y en a un que vous avez envie de nous décrire. Voler comme un oiseau, le jardin intérieur, l'exercice du danseur de flamenco, la technique de l'écran, l'exercice de A à Z, voilà. Est-ce qu'il y en a ou d'autres, que sais-je? Est-ce qu'il y en a un que vous avez envie de partager peut-être? Oui. Le jardin intérieur, j'aime bien. Oui. J'aime bien l'intérieur. Il s'agit de s'imaginer un jardin qu'on va construire. D'abord, c'est un terrain vague en friche. Et puis, on va créer le jardin comme on aimerait qu'il soit. Puis après, il y a une métaphore. C'est-à-dire, on va mettre tous les détritus du jardin dans un endroit, un compost, hein, bien sûr. Et le compost va être enrichi plus tard et va permettre d'enrichir la terre et de faire pousser les plantes qu'on y a mis. Et puis on peut mettre un endroit, un banc, dans un coin du jardin dans lequel on est et on se ressource. Donc c'est une variante de ce qu'on appelle l'exercice du lieu sûr, où il s'agit de s'imaginer un endroit en sens sécurité. Mais là, il y a quelque chose de métaphorique dans le fait qu'on le crée, qu'on part de rien, d'un terrain en friche, qu'on va enrichir le sol, qu'on va le développer comme on le souhaite. Donc, on crée son monde, son petit paradis à soi. Et il y a quelque chose Alors, à la fin, ça fait un endroit imaginaire rassurant,
mais on l'a créée soi-même. Et puis il y a une sorte, comme dans un jardin finalement, une sorte d'auto-enrichissement permanent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez régulièrement ou une fois suffirait pour déjà s'apaiser? Si ça nous apaise une fois, alors on peut le faire régulièrement, ça nous apaisera, ça continuera à nous apaiser. Et puis on y c'est un revient peut-être plus exercice facilement. agréable. Oui. Hein. Je veux dire, les gens qui ont un jardin, moi j'ai un jardin, j'aime Oui. bien y aller justement parce que c'est apaisant. Je n'y vais pas juste une fois et puis après je dis c'est bon, ça m'a apaisé. J'y vais régulièrement. Les gens qui aiment faire le sport, que ça leur fait du bien, ils ne font pas juste un sport une fois dans leur vie, après ils vont dire c'est bon, ils y vont régulièrement. Donc ces exercices-là, c'est la même chose. Si ça vous fait du bien, continuez de les faire parce que ça vous fait du bien. Un petit exercice peut-être en cas de stress. Voilà, je suis hyper activée, je pars un peu dans les tours, où il y a quelque chose, soit dans une situation avec une personne, ou les gens qui ont des peurs, l'avion, que sais-je. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Donnez-nous un petit exercice, s'il vous plaît, qui va nous aider. Alors déjà, prendre plusieurs bonnes inspirations et expirations. C'est tout bête. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, excusez-moi, de la respiration, qui est vraiment indispensable. Mais oui, mais c'est un truc qui peut sembler bateau, mais en même temps, c'est par là que tout commence. Hein. On commence à respirer dès qu'on est. Hein. Donc, prendre quelques bonnes inspirations et puis parfois juste s'asseoir correctement, les pieds bien au sol. Comme on n'est pas là dans le studio d'ailleurs. Voilà, je m'y mets là maintenant. Voilà, c'est très bien, je vais faire comme vous. Et on peut bouger les pieds et presser les pieds contre le sol ou taper un petit peu les pieds contre le sol pour bien sentir qu'on est en contact avec le sol. C'est là que ça commence, le contact avec le sol. Et après, on peut se concentrer pour sentir ses points d'appui contre le fauteuil, le bassin contre le siège, le dossier, les mains contre les accoudoirs. Et on reprend à nouveau quelques bonnes inspirations. Et après, on peut toujours se rappeler qu'on peut symboliser cette émotion pénible ou ce ressenti pénible à travers une couleur, une image ou un objet. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, on peut interroger cet objet ou ce petit Olivier qui est devant moi, qui est en colère ou qui a peur, et discuter avec lui. Et rien que ça met déjà de la distance. Donc on s'est reconnecté à son ici et maintenant et on met un peu de distance. Si on a le sentiment un peu d'échouer malgré cette régulation, qu'est-ce qu'on peut faire dans les outils à nouveau? C'est-à-dire que la respiration, on est trop activé, j'arrive pas à me reconnecter. Chantonner, est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent nous aider à ce moment-là? Se concentrer sur des choses positives, on l'oublie, mais quand on est pris dans des choses négatives, on a tendance à oublier le positif. Donc, on a d'ailleurs dans notre livre toute une liste, je ne sais pas combien, de dizaines d'activités positives qui peuvent faire du bien. Ouais, je me suis amusée à les lire, voir celles que je faisais, celles que je pourrais faire. C'est vraiment intéressant de regarder ça. Oui, on l'oublie. Alors, ça vaut la peine, quand on va bien, déjà de faire une liste des choses qu'on aime faire. Parce que quand on est en crise, on n'arrive plus trop à réfléchir. Donc, quand on va bien, on fait une liste des choses qu'on aime faire qui nous font du bien. Et puis, on reprend cette liste quand on ne va pas très bien. Et parfois, il faut se pousser un peu à les faire, ou en tout cas à commencer à les faire, en se disant à l'esprit, ça me fait du bien. C'est un peu comme le sport, hein. Personne n'a trop envie d'y aller. Puis quand on ressort de la séance de sport, peu importe quel sport, on se rend compte que ça nous fait du bien. Est-ce que vous remarquez que la spiritualité, parce qu'on parlait de pleine conscience, qui n'a pas forcément de lien avec la religion, mais en tout cas, les gens qui ont une vie intérieure riche ont plus de facilité à réguler leurs émotions ou pas forcément? Alors, je ne suis pas spécialiste de la spiritualité, mais je pense que la spiritualité, finalement, peut-être ça fait partie d'une certaine manière de réguler ses émotions, de réguler en tout cas son rapport à la vie, son rapport aux autres, son rapport à quelque chose qui est plus grand que nous. Et si ça fait du bien aux gens, alors je pense qu'il faut qu'ils le fassent. Je pensais dans votre ouvrage aussi au Wise Mind, qui est tiré du bouddhisme, effectivement, où il y a vraiment cette idée, on revient de toute façon à la pleine conscience, hein, d'avoir cette notion que je fais partie finalement d'un tout. Je fais partie d'un tout, et puis on peut aller un peu plus loin. Il y a toujours, alors c'est une assumption peut-être un petit peu extrême, mais on peut penser qu'il y a toujours en nous une part de nous, une sorte de sagesse intérieure. Et ça vaut la peine d'aller à la découverte de cette sagesse intérieure,
ou bien parfois juste en s'imaginant le vieux sage ou la vieille sage qu'on sera plus tard. On peut s'imaginer le vieux sage que je serai plus tard. Enfin, est-ce que je serai sage? Peut-être, un peu plus que maintenant. Et je peux lui demander, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans telle ou telle situation? C'est intéressant parce que vous avez parlé du petit Olivier. Évidemment, c'est votre prénom. Vous ne parliez pas de l'arbre, hein, je le redis. Même si on peut s'adresser à l'arbre, l'olivier aussi. On peut s'adresser au petit Olivier, mais on peut s'adresser aussi à la grande âne, à l'âne sage que je serais peut-être. C'est intéressant d'avoir cette vision. On parle souvent de l'enfant intérieur, mais on ne parle pas du futur sage qui y a à l'intérieur de nous. Je trouve que c'est une belle façon aussi de le voir. On arrive à la fin de cette émission, peut-être en guise de conclusion, pour celles et ceux qui se sont très activés émotionnellement. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous donner? Est-ce que ça se règle facilement avec quelques séances justement de thérapie et de bien accompagner, qu'on peut ensuite vivre beaucoup plus sereinement? Alors, oui, je pense que ça peut s'améliorer. Et c'est quelque chose qu'on peut améliorer toute sa vie parce qu'on apprend toujours plein de choses dans sa vie, parce qu'on est toujours confronté à de nouveaux défis dans la vie, que ce soit professionnel, personnel, privé. Vieillir, c'est aussi un défi qui parfois est pénible aussi à vivre. Hein. Mais en effet, on a fait ce livre parce qu'on pense que ça vaut la peine d'avoir des outils pour s'aider soi-même. Et puis, si jamais en psychothérapie aussi, on peut améliorer ça, je pense que ça vaut la peine de faire quelque chose plutôt que juste de subir en disant c'est comme ça que je suis, je peux rien faire. Et en tout cas, merci infiniment d'être venu pour la première fois faire un tour dans Métamorphose, Olivier Piedfort-Marin, pour cette traversée aussi dans notre monde émotionnel. Alors pour aller plus loin, je recommande vraiment votre ouvrage « Réguler ses émotions pour vivre mieux », je le rappelle coécrit avec Dominique Page, et qui est paru aux éditions Odile Jacob. Et comme je le disais tout à l'heure, pour celles et ceux qui nous écoutaient régulièrement et qui sont abonnés à la newsletter de Métamorphose, on donnera effectivement un petit tableau, puis peut-être un exercice de régulation émotionnelle pour pouvoir aller déjà un peu plus loin, en attendant certainement de se procurer le livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.